les choses semblent bien compliquées et beaucoup plus que les Britanniques l'avaient imaginé lors de ce référendum en 2016 sur le Brexit. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du Grand Débat François Asselineau. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir. François Asselineau, vous êtes haut fonctionnaire et inspecteur des finances et président de l'Union populaire républicaine, l'UPR, ancien candidat à la présidentielle également. Alors il faut le dire d'emblée, votre parti, l'UPR, prône sans détour une sortie de la France de l'Union européenne. Absolument. Très clairement. Jean-Paul Benoît est avec nous. Bonsoir Jean-Paul Benoît, maître Jean-Paul Benoît. Bonsoir à tous. Maître Jean-Paul Benoît, vous êtes député européen honoraire. Oui. Oui, vous êtes député européen honoraire. Quand même. Pour toujours d'ailleurs. C'est presque ça. Hein. Oui, on garde ça. Oui. Comme un bien précieux. Exactement. Nous sommes également accompagnés de Alexis Kielman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant banque et assurance. Vous nous apporterez votre regard, évidemment. Vous nous ferez part de votre regard sur ce Brexit. Avec nous au téléphone depuis Londres, Stéphane Stern. Bonsoir. Bonsoir à vous. Stéphane Stern, vous êtes analyste, professeur invité de management à la Caisse Business School. C'est la City University of London. Alors revenons donc sur ce rejet de l'accord sur le Brexit par le Parlement britannique. C'était donc le 15 janvier dernier. Accord rejeté par 432 voix contre 202 pour l'accord. François Asselineau, alors vous en avez expliqué dans une vidéo les ressorts de ce vote du Parlement britannique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas été très surpris par ce vote. Non, parce que le problème d'origine vient du fait que le gouvernement britannique, qui a conduit les négociations pour le Brexit, est dirigé par une femme, Madame Theresa May, qui était dans le gouvernement précédent de David Cameron et qui était contre le Brexit. La plupart des ministres de son gouvernement sont également contre. Donc, on a fait négocier un gouvernement britannique qui est fondamentalement hostile au principe du Brexit, d'un côté, avec la Commission européenne qui est également hostile au principe du Brexit, de l'autre côté. Il ne faut pas trop s'étonner dans ces conditions et qu'il soit difficile de trouver un système qui satisfasse tout le monde. Je pense que ce qu'il aurait fallu faire, c'est avoir un gouvernement britannique qui représente les gens, les 52% de Britanniques, qui avaient voté en faveur du Brexit. Cela aurait impliqué d'avoir un gouvernement d'union nationale, puisque les 52% de Britanniques qui ont voté pour le Brexit en 2016 venaient à la fois de la droite et de la gauche. Oui. Voilà. Et le problème, il est là. Oui. C'est un petit peu comme s'il y avait un référendum en France sur le Frexit, que 52% des Français votaient pour le Frexit, ce qui d'ailleurs est assez probable, puisque M. Macron lui-même, interrogé par la BBC il y a un an, jour pour jour, a dit que selon lui, s'il y avait un référendum sur le Frexit, les Français probablement voteraient en faveur. Mais c'est comme si, une fois que ce référendum avait eu lieu, ce serait M. Macron et M. Philippe, où on changeait un Premier ministre, on mettait M. Bayrou, c'est-à-dire des gens contre le Frexit qui étaient chargés de le négocier. Vous voyez qu'il y a un problème de vice d'origine qui n'est pas sain. Et on imagine bien que Mme Theresa May n'a pas fait tous ses efforts pour bien négocier. Et du côté de la Commission européenne, on a essayé de trouver, et c'est notamment le cas du problème de l'Irlande du Nord, de trouver un problème pour empoisonner cette sortie en douce. Alors François Asselineau, vous dites dans cette vidéo dans laquelle vous commentez le vote du Parlement britannique, vous dites que les Britanniques ne sont pas fous, ils ont juste compris la nature de l'Union européenne, que vous qualifiez d'une dictature qui ne dit pas son nom, carrément. Oui. Ben oui. Les Britanniques, vous savez, depuis 1215. Est-ce que le fait d'appeler l'Union européenne une dictature, est-ce que c'est pas l'antienne classique des afro, de ceux qui sont opposés fortement à l'Union européenne? Parce que dictature, c'est quand même un raccourci violent. Hein. Non, mais une dictature, c'est exactement ça. Nous avons toutes les grandes décisions qui sont prises en France. C'est d'ailleurs tout le problème auquel est confronté M. Macron dans la politique intérieure. C'est que il y a des gilets jaunes qui manifestent, il y a des gens qui voudraient recréer un peu sur le solidarité sur la fortune. Mais si M. Macron a supprimé ça, c'est parce que c'est la Commission européenne qui l'exige depuis des années. Si on privatise les services publics en France, c'est pas que les Français le veulent, c'est la Commission européenne qui l'exige. Avec les rapports sur les grandes orientations des politiques économiques. On a donc toutes les grandes décisions qui sont prises en France comme dans les autres pays de l'Europe qui proviennent d'une commission qui est peuplée de gens qui ne sont majoritairement pas français et dont personne n'est élu. Donc il se pose à un moment ou à un autre un problème tout simplement de démocratie. Démocratique. Voilà.
Jean-Paul Benoît, député européen honoré, comment réagissez-vous donc à ce regard de François Asselineau sur l'Union européenne? Plus qu'un regard d'ailleurs, c'est une position, c'est une opinion, une dictature qui ne dit pas son nom. D'abord, sur le diagnostic concernant le gouvernement britannique, je peux partager son analyse. Il est évident que le gouvernement de Mme Theresa May est un gouvernement qui est hostile au Brexit. Et que le compromis qu'elle a essayé de trouver avec l'Union européenne, en réalité, ce compromis, on reste dans l'union douanière et par conséquent, c'est la libre circulation des biens et des services. Et puis, c'est greffé le problème de l'Irlande, qui en réalité n'est pas un problème fondamental. Ça peut apparaître comme une sorte de prétexte. Et si bien qu'elle a réussi à coaliser contre elle tout le monde. Donc, du point de vue stratégique, pour Mme Theresa May, je pense qu'elle a mal géré cette affaire, puisque ni les Brexiteurs, ceux qui veulent sortir, sont satisfaits, et ceux qui veulent rester ne le sont pas non plus. Donc, ça, c'est au gouvernement britannique d'être responsable devant la Chambre des communes et devant son peuple pour cette stratégie. Sur le reste, d'abord sur l'entrée de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, il y a eu un malentendu dès le départ. Et moi, j'étais tout jeune, très haut fonctionnaire à la Commission, et j'ai participé au groupe de travail chargé de préparer l'entrée de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Ce groupe de travail ne s'occupait que des exceptions que demandait la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne était à la fois dans l'Union européenne, sans l'être totalement. Et après, on connaît l'histoire, la politique de la chefie de Gaulle, et Mitterrand mettant toute sa capacité de négociation pour garder Madame Thatcher. Donc il y a un malentendu entre l'Angleterre et l'Union européenne. Et ce malentendu fut permanent, vous voulez dire? D'une certaine manière. Alors j'en arrive à la qualification concernant l'Union européenne qui serait une dictature. Il faut peser ces mots. Une dictature, c'est une contrainte violente. Une dictature, c'est une privation de liberté, d'expression. Une dictature, c'est une privation de la capacité d'élire et de choisir. Ça n'est pas ce qu'est l'Union européenne. L'Union européenne, au départ, et après, je peux être d'accord après sur le fonctionnement et la technocratie et la politique de l'Union européenne. On pourra y venir. Ensuite, cette Union européenne mérite, après 40 années ou 50 années de fonctionnement, ou de mauvais fonctionnement, de provoquer une analyse fondamentale. Mais la question de la démocratie est fondamentale, parce que c'est la question que soulève François Asselineau. Est-ce qu'aujourd'hui, cette Union européenne qui reste une construction, qui reste évidemment un processus inachevé, est-ce qu'elle est plus démocratique qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans? Ça n'est pas une dictature. Oui. C'est une forme de... Est-ce que la démocratie progresse au sein de cette construction européenne? La démocratie a tenté de progresser, elle n'a pas progressé de manière décisive, parce que j'ai été haut fonctionnaire et parlementaire européen, et j'avais coutume de dire que plus on vivait dans les institutions européennes, moins on avait envie de devenir européen. C'était une boutade. Ça n'est pas une démocratie vivante, ça n'est pas une démocratie ouverte. Et c'est vrai que sous prétexte d'être d'accord, de ne pas être d'accord sur l'essentiel, l'Union européenne s'occupe de l'accessoire. Et cet accessoire est une forme, c'est la subsidiarité, on pollue la vie d'un certain nombre de citoyens européens. Et le seul progrès, ça a été l'élection du Parlement européen au suffrage universel, sauf que le Parlement européen n'a pas les pouvoirs d'un véritable Parlement. Et en plus, il y a eu, dans l'attitude de tous les gouvernements français et d'autres qui se sont succédés, à la fois de se servir de l'Europe comme bouc émissaire dans la phraséologie, et ça a permis à Mme Le Pen, à Mélenchon et à d'autres de prospérer. C'est la faute à l'Europe, alors que c'est en réalité souvent la faute à sa propre politique. Et ce qu'il faut changer, c'est pas tellement l'Europe, ce qu'il faut changer, c'est l'analyse politique et la politique qui est mise en œuvre, aussi bien en France qu'ailleurs,
qui est une espèce d'exacerbation de la politique néolibérale, et ça pose un problème de souveraineté. On va revenir au Brexit, bien sûr. Voilà. On va se tourner vers Londres. Stéphane Stern est avec nous, analyste et professeur invité de management à la Caisse Business School. Stéphane Stern, alors on l'a dit il y a quelques instants, François Asselineau le rappelait que Theresa May était plutôt contre le Brexit. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe initial de confier les négociations sur le Brexit à une personne qui n'était pas une fervente militante pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? L'impasse était prévisible, non? Oui, c'était peut-être un problème pour elle parce que, oui, elle a voté pour rester dans l'Union européenne, mais elle a essayé de trouver, et c'était très anglais, on peut le dire, trouver un compromis. Oui. Et traditionnellement, on aurait dit que la politique anglaise, on trouve des compromis, on est raisonnable, modéré, etc. Mais c'est très compliqué, comme les collègues ont bien décrit, et c'est une lutte interminable, comme vous l'avez décrit. Alors, vous n'êtes pas tendre avec Theresa May, Stéphane Stern. Selon vous, Theresa May se serait trompée à maintes reprises au cours des 2 dernières années. Pour vous, la politique du Premier ministre britannique est basée sur le mensonge. Vous dites que, je vous cite, vivre sur un mensonge est un contre-exemple de leadership. Pourquoi parlez-vous de mensonge de la manière dont Theresa May mène ce dossier? Voilà. C'est une question très compliquée. La question a l'apparence d'être simple, rester ou quitter l'Union européenne. Mais au fond, c'est une question d'un rapport très compliqué depuis beaucoup d'années. Angela Merkel a dit hier que le rapport entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne était tout à fait fluctuant pendant 20-30 ans, depuis Madame Thatcher, etc. On a montré beaucoup de scepticisme ici à ce sujet. Et le problème, c'est les référendums. On pose une question tout à fait noir et blanc, trop simple, simplifié, et ça là nous donne un problème parce que on a donné une réponse à d'autres questions. Par exemple, citoyens, avez-vous le ras-le-bol? Oui, êtes-vous en colère? Avez-vous perdu la confiance dans le gouvernement à Londres? Et à mon avis, on n'a pas répondu directement aux questions. La question de l'Union européenne, on a des préjugés plus domestiques. Alors, François Asselineau, et si les Britanniques s'étaient trompés de référendum? Alors, d'abord, vous me permettrez de revenir Parce que quand vous en parlez, vous expliquez très clairement les raisons pour lesquelles les Britanniques étaient fondés à quitter l'Union européenne, mais on a presque l'impression que vous projetez finalement dans le Royaume-Uni vos propres attentes. Non, alors, si vous me le permettez, je voudrais revenir un instant sur ce qu'a dit le député honoraire. Je persiste ici, la construction européenne est une dictature. Et j'ai bien dit qu'il ne dit pas son nom, parce qu'une dictature, c'est pas forcément une dictature policière et féroce. Une dictature, vous avez des élections, mais qui sont des élections truquées. On l'a vu l'année dernière, enfin en 2017. Truquées. Oui. En 2017, M. Macron, par exemple, a eu droit à 25% du temps de parole, quand j'ai eu droit à 1%. Il a eu droit à plus d'une centaine de couvertures de magazines, quand moi j'en ai eu 0. Et je vous signale que depuis le 21 avril 2017, c'est-à-dire depuis 21 mois, sur toutes les chaînes de radio et de télévision publiques en France, le parti politique que je représente et moi-même, alors même que nous sommes maintenant les premiers sur Internet, nous avons eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde d'antenne. Je viens de saisir d'ailleurs Madame Ernotte, c'est un scandale d'État cette histoire. Je vous remercie d'ailleurs Radio Africa numéro 1, mais est-ce que vous voyez le paradoxe qu'il y a? On vous a invité quelquefois déjà. Je vous remercie d'organiser ce débat-là. Est-ce que vous voyez le paradoxe incroyable qu'il y a à ce que ce soit une radio tournée vers l'Afrique qui me donne la parole pour parler du Brexit, alors que jamais un débat approfondi n'a lieu sur les chaînes de télévision et de radio françaises. Nous avons bien affaire à une dictature. Maintenant, pour l'affaire du référendum auquel moi je connais cet argument, à chaque fois qu'un peuple vote contre l'Europe, à chaque fois on nous dit qu'il s'est trompé, qu'il aurait répondu à une autre question.
Mais pourquoi on ne dit pas ça pour toutes les élections ? Par exemple, lorsque les Français ont voté Macron, ils se sont complètement trompés. Si vous avez la France qui est presque à feu et à sang tous les samedis, c'est que les Français se sont trompés. Ils ont cru dans un escroc qui disait « Pensez printemps, les amis », et qui est en train de vendre la France par appartement. Regardez ce qui est en train de se passer. Pourquoi vous dites ça, qu'ils vendent la France par appartement ? Regardez ce qui s'est passé. Monsieur Asselineau, vous avez un vocabulaire escroc. Et c'est pas parce que vous n'avez pas gagné les élections que nous sommes dans une dictature. Il faut être modéré. Non, je vous ai laissé parler. Non, mais je vous interromps pas. Si vous m'interrompez, justement. Je vous dis simplement, moi, que je suis prêt à débattre avec vous, écouter tous vos arguments, à condition qu'on ne soit pas dans la caricature. Non, mais ce n'est pas une caricature. Quand vous avez une élection présidentielle où l'un des candidats a 25% du temps de parole, sans compter tous les commentateurs qui 2 ans auparavant disent que c'est l'homme de la situation, que c'est le génie du siècle, et qui a tous les grands médias derrière lui, alors que moi, on a caché mon existence comme on la cache depuis l'élection présidentielle, je dis que nous n'avons pas affaire à une démdémocratie, nous avons affaire effectivement... Alors revenons donc à l'Europe et au Brexit. Et maintenant, je voudrais dire, je reviens sur ce que je disais, pourquoi est-ce que les Français ne se seraient pas trompés en votant pour Macron. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on jette le discrédit sur le vote populaire, on doit le jeter partout. Moi, ce que je sais... Vous avez analysé quand même la campagne qui a précédé le vote, le référendum Brexit. Vous vous souvenez parfaitement des arguments qui étaient agités pendant cette campagne. On parlait de beaucoup de choses et très peu d'Europe finalement. On parlait des questions de migration. On parlait des questions évidemment touchant aux relations, comme le disait à l'instant Stéphane Stern, des rapports entre le citoyen et les partis politiques. Il y avait un vote d'humeur évidemment. Mais vous savez très bien, vous avez analysé la question. Vous êtes un observateur, je veux dire, très avisé. Vous savez comment s'est passée cette campagne sur le Brexit. Tout le monde le sait. Enfin. Est-ce qu'on a le droit d'être contre la construction européenne ? Ah oui, bien sûr. Eh bien, en France, en 2005, il y a eu 55% des Français qui ont voté non. La preuve que c'est une dictature, c'est qu'on leur a imposé le texte à quelques virgules près qu'ils avaient rejeté. Donc, depuis ce jour-là, la construction européenne est frappée d'illégitimité. Et moi, je suis désolé, mais je me rappelle très bien qu'en 2005, beaucoup de gens s'étaient beaucoup plus intéressés à la question européenne que beaucoup de gens... Est-ce que vous croyez que beaucoup de gens qui ont voté pour Macron l'ont fait en vertu de son programme? On a eu des quantités d'analyses post-électorales qui montrent que des gens ont voté pour Macron, ils ne savaient même pas quel était son programme. C'est pas un débat sur Macron ce soir. Mais là, vous revenez sur Macron. Là. On va rester dans le Brexit. C'est un autre sujet. Et vous avez beaucoup d'arguments sur le Brexit, François Asselineau. Vous en avez beaucoup. On va marquer une pause. Et voilà, c'est une pause. Évidemment, c'est le chronomètre qui me l'indique. Et on revient ensuite dans 2 minutes pour reprendre le cours de ce débat consacré essentiellement au Brexit et conséquences. Bien entendu, on écoutera Alexis Kigelman qui est avec nous, consultant banque et assurance, qui va peut-être porter son regard de banquier, de consultant banque et assurance sur les conséquences évidemment possibles de ce Brexit, si jamais évidemment ce Brexit advenait à la date prévue, c'est le 30 mars 2019. À tout de suite. Le grand débat, 18h, 19h, avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. L'interminable divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Pour comprendre cette situation singulière pour l'Union européenne, nos invités. Nous avons invité François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine, l'UPR, et Jean-Paul Benoît est avec nous, député européen honoraire, Alexis Kielman, qu'on va écouter dans quelques instants, consultant banque et assurance. Au téléphone avec nous depuis Londres, l'analyste Stéphane Stern, professeur invité de management à la Caisse Business School, la City University of London. Il faut bien comprendre de quoi nous parlons parce que c'est un long tunnel, ce Brexit quand même. Alors, si on comprend bien, ce qui est négocié depuis bientôt 2 ans, c'est un accord de transition. Donc voilà, ce n'est qu'une étape, puisque Theresa May souhaite que ce processus de sortie de l'Union européenne se fasse par étapes, tandis que Bruxelles estime pour sa part qu'il est, je cite, difficile d'imaginer une période transitoire avant de définir précisément les termes des futures relations avec l'Union européenne, notamment les futures relations commerciales ou judiciaires qui, elles, feront l'objet d'autres négociations qui pourraient prendre de très longues années. Donc c'est une histoire, quand même, on pourrait parler d'une histoire sans fin, ce Brexit. Alexis Kielman, en tant que consultant banque et assurance, quelles pourraient être les conséquences pour l'une et l'autre partie de ce Brexit? Alors déjà, je vous remercie de m'inviter sur ce plateau. Pour mettre peut-être un peu de contexte déjà avant de parler des éventuels impacts pour chacune des parties, le débat du Brexit part de David Cameron qui propose d'organiser un référendum
s'il est élu pour un deuxième mandat. Et après, la suite, on la connaît. Il y a le référendum, il y a le vote pour le livre, et puis ainsi de suite, tout s'ensuit. Donc déjà, c'est le peuple britannique qui donne mandat à son gouvernement pour aller négocier la sortie de l'Union européenne. Donc le processus qui est mis en place par la suite, c'est un processus de négociation assez classique. Dans le schéma des négociations, on se met d'accord sur je vais appeler un parcours, un cadre de négociation, et après on discute les termes. Mais là, on découvre quand même que les mécanismes de sortie sont aussi sont même plus compliqués que bien entendu, parce qu'on ceux peut pas, qui président à l'entrée d'un pays au sein de l'Union européenne. Oui, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, même si l'article 50 avait déjà, le traité, le fameux l'article 50 du traité avait prévu les cas de sortie de l'Union. On se rend bien compte que faut négocier cas par cas et spécificité par spécificité, sachant que du côté de l'Union européenne, c'est quand même les règles, les principes fondamentaux qui ont guidé, qui ont présidé à la création de l'Europe, ce projet européen. Donc la libre circulation des biens et des personnes, la liberté individuelle, ainsi de suite. Donc ça, c'est des principes forts que les négociateurs de l'Union européenne, avec à leur tête Michel Barnier, auront en tête et auxquels ils tiennent. De l'autre côté, bien entendu, le gouvernement britannique essaie de négocier ce qu'il peut avoir, qui doit ensuite présenter à son gouvernement, qui doit l'approuver, au Parlement, qui doit l'approuver avant qu'on ne se mette d'accord. Donc c'est un processus assez compliqué. Après, dans le détail, l'accord qui a été rejeté dernièrement, on parle par le Parlement britannique, on parle quand même de plus de 1000 pages, si j'ai bonne mémoire. Donc on parle de points de détail qui rendent la pêche. Mais là, on assiste aujourd'hui à un blocage parce que d'un côté, il y a cet accord qui a été rejeté par le Parlement. Michel Barnier, négociateur en chef pour l'Union européenne, lui considère que l'accord qui a été signé au terme de 17 mois de négociation est le seul traité de divorce possible. Alors, comment sortir de ce qui ressemble finalement à un blocage, à une impasse? Alors, à titre personnel, je pense que c'est un langage des négociateurs. S'il faut discuter, ils trouveront toujours un terrain d'entente. Mais le vrai problème, c'est juste de savoir que, vu que vous m'avez demandé mon avis en tant que consultant, c'est une situation qui n'est facile pour personne, pour les entreprises qui opèrent à Londres, parce qu'elles sont dans l'espace économique européen, ou qui opèrent du continent et qui ont des activités à Londres. Donc on le voit depuis 2 années, il y a des va-et-vient à Paris, à Francfort, pour les sièges sociaux de toutes ces entreprises. Donc c'est une situation qui est assez difficile. Mais comme je viens de le dire, c'est des traités, c'est des détails de conditions de sortie qui se négocient au cas par cas, dans des sujets de détail qui iront de la pêche à la sécurité, et sans parler des différents accords sur le jugement des arrestations. Il y a plein de sujets sur les frontières, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui complique la situation. Donc, il ne s'agit pas juste d'avoir un cadre conceptuel de négociation. Après, il faut s'intéresser aux détails. Et c'est ce qui complique un tout petit peu la situation. Stéphane Stern, vous êtes avec nous. Alors, je veux dire, au départ, il y avait un référendum, ensuite des négociations qui étaient présentées comme des négociations techniques. Et là, finalement, dans votre pays aujourd'hui, au Royaume-Uni, on frôle la crise politique. Vous avez écrit vous-même, je vous cite, une partie de cette situation aurait pu être évitée, mais l'épave du Brexit et la façon dont cette situation a été gérée continueront de nuire au pays, au Royaume-Uni, encore pendant de nombreuses années. Dites-moi, Stéphane Stern, est-ce que les Britanniques avaient pris en compte toutes ces difficultés avant la tenue d'un référendum sur le Brexit? Parce que ceux qui ont promu le Brexit, les acteurs principaux ne sont plus aujourd'hui aux affaires, je pense à David Cameron et à bien d'autres, ceux qui étaient les fervents Brexiteurs, si je puis dire. Oui, c'est une bonne question. Et je crois que la réponse honnête est non. On n'a pas pu comprendre, imaginer les conséquences du vote. Et c'est pourquoi quand quelques gens ici disent qu'il faut avoir encore un deuxième référendum, parce que nous, les voteurs, n'ont pu comprendre ces conséquences. Oui, ça me semble très précis. Alors, François Asselineau, c'est vrai que il y a aujourd'hui évidemment la réalité pour les Britanniques qui mesurent évidemment les conséquences de cette sortie de l'Union européenne.
Alors, certains considèrent que, alors vous l'avez vous-même dit d'ailleurs, quelque part, que la Grande-Bretagne ne s'est jamais aussi bien portée que depuis le vote sur le Brexit. Il faut quand même préciser que la Grande-Bretagne est toujours membre de l'Union européenne, elle n'en est pas encore sortie. Donc, on ne peut pas encore, évaluer quelles seraient les conséquences de ce Brexit pour le Royaume-Uni. Alors, lorsqu'il y a eu le référendum, on a eu des pressions considérables pour que les Britanniques votent contre le Brexit. Notamment, le président Obama est allé sur place. On avait fait, je me rappelle que la directrice du Fonds monétaire international, Madame Lagarde, avait dit si jamais vous votez pour le Brexit, dans les semaines qui viennent, le Royaume-Uni va s'effondrer. Ça fait maintenant 2 ans et demi. Oui. Le Royaume-Uni a un taux de chômage qui est le plus bas depuis 1960. Mais toujours membre de l'Union européenne. Oui, mais attendez, les entreprises, vous savez très bien que les entreprises ont pris leur disposition. Bon, moi, ce que je vois, je trouve absolument cocasse que un pays comme la France, qui est à feu et à sang, où on a 10% de taux de chômage de catégorie A, 18% si on met tous les faux chômeurs, se permettent de donner des leçons au Royaume-Uni. Vous savez ce qui va se passer lorsque le Royaume... D'abord, je ne crois pas au deuxième référendum, parce que les gens qui disent Vous écartez cette hypothèse, cette éventualité. Parce que je pense que les gens qui disent ça, d'abord, ce ne sont pas des démocrates, ce sont des gens qui considèrent que à chaque fois qu'on ne vote pas bien, il faut refaire un vote, au motif qu'on ne saurait pas... Par exemple... Refaisons que M. Macron donne sa démission, il se représente, et puis on verra. Pourquoi vous revenez toujours à M. Macron M. Macron n'est pas dans le logiciel du Brexit. Non, parce qu'il a joué un rôle très important dans le fait que la Commission européenne a pris une position jusqu'au boutiste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Vous pensez que la position de l'Union européenne est jusqu'au boutiste aujourd'hui? Oui, il n'y a que lorsqu'il y a un référendum où le peuple, il n'y a pas que les Britanniques. Ça a été vrai des Irlandais, ça a été vrai des Danois, ça a été vrai des Norvégiens, ça a été vrai des Français. Lorsqu'un peuple se déclare contre la construction européenne, aussitôt, on a des chiens de garde qui sont là pour expliquer que le peuple s'est trompé. Pensez-vous que les Français aujourd'hui, par exemple, seraient favorables à un Frexit? C'est pas moi qui le dis, c'est M. Macron, vous allez dire que je reparle de lui. Il l'a dit à la BBC au mois de janvier de l'année dernière, il a dit s'il y avait un référendum, probablement le Frexit l'emporterait. Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y aura pas de deuxième référendum, parce que d'abord, le peuple britannique n'est pas un peuple qui aime les référendums, ça n'est pas une tradition britannique. Deuxièmement, on oublie de préciser qu'il y a une loi sur le Brexit qui a élu le Royal Assent de Sa Majesté Élisabeth II. Ça veut donc dire que la monarchie britannique a mis toute cette solennité là-dedans. Et comme l'a dit Mme May, et il faut reconnaître à Mme May ceci, c'est qu'elle a dit que si jamais on faisait un deuxième référendum, ça voudrait dire qu'on dirait au peuple britannique que la première fois il s'est trompé, ça ne passera pas au Royaume-Uni. Donc je pense qu'il n'y aura pas de deuxième référendum et je pense qu'il y aura en réalité, la seule possibilité qui reste, c'est un Brexit sans accord. Est-ce qu'on peut imaginer, M. Jean-Paul Benoît, que cette date butoir, du 29 mars précisément, parce que je disais le 30 mars, mais François Asselineau m'a évidemment indiqué que c'était le 29 mars. Moi, je parlais du jour d'après, parce que dès le 30 mars, en principe, la Grande-Bretagne ne serait plus au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut imaginer que cette date soit repoussée, qu'il y ait une nouvelle étape, une nouvelle échéance qui soit indiquée, si évidemment l'impasse persiste? D'un mot, je voudrais revenir très gentiment à ce qu'a dit M. Asselineau. Jusqu'à maintenant, le peuple français ne vous a pas témoigné d'un soutien massif. Donc vous ne pouvez pas qualifier d'escrocs et tous ceux qui ont réussi à être président de la République. Et la France est pour moi une démocratie. Une démocratie qui a ses défauts, qui doit être améliorée. On peut trouver de nouveaux moyens de dialogue avec les citoyens, mais c'est une démocratie. Et comme vous êtes un homme cultivé, je vais sortir une phrase que vous connaissez, c'est celle de Churchill, puisqu'on parle de l'Angleterre, c'est sans doute le plus mauvais des systèmes, je n'en connais pas de meilleur. Donc, ce qui me gêne avec vous, je pourrais être d'accord si on rentrait dans la technique de fonctionnement de l'Union européenne. Mais revenons surtout, restons dans le Brexit. Mais c'est pas un débat sur l'Union européenne et son fonctionnement. J'y reviens, mais comme vous ramenez d'autres occasions. Vous me ramenez tout à votre propre souffrance politique dans ce pays qui n'est pas une démocratie, ça me gêne un peu. Alors, vous avez remarqué que François Asselineau était plutôt un promoteur du Brexit et probablement aussi du Frexit. Donc on l'avait bien compris. Mais c'est son rôle le plus strict. Répondez-lui surtout sur ce terrain-là, si je puis dire. Il y a eu dans Le Monde de ce soir, et je l'ai lu avant de venir, une interview de Barnier sur la situation Michel actuelle. Barnier,
Le négociateur en chef de l'Union européenne. J'ai été pour le le Brexit. négociateur de l'Union européenne. Et il y a une date, qui est la date butoir, qui est le 29 mars. Et on a parlé de Brexit dur et de Brexit mou. Oui. On est actuellement dans une phase de Brexit dur, puisque l'Union européenne et Mme May ne sont pas d'accord sur le document. L'Union européenne et le Parlement. Le Parlement britannique n'est pas d'accord sur le document, fruit des négociations entre Mme May et l'Union européenne. Quel est l'intérêt des partis ? Oui. Moi, malgré ses défauts, je veux continuer à construire l'Europe, et c'est un autre débat de fond. On n'aura pas le temps d'y venir dans le détail. Je pense que la sagesse serait de prolonger le délai pour voir de quelle manière, en tenant compte de la volonté du Parlement britannique, de la capacité que les Européens peuvent avoir de prendre en compte certaines demandes que pourrait formuler Mme May, de prolonger, mais pour une période déterminée, précise, à condition que Mme May justifie sur un certain nombre de points pourquoi elle demande que ce délai soit prolongé de 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ça, c'est une Il n'est pas dit que les 27 soient d'accord, qu'on aménage une sorte de zone grise pendant un temps indéfini. C'est une négociation, c'est une nouvelle phase qui va s'ouvrir. Parce que sortir de l'Europe, c'est pas aussi facile que tout à l'heure sortir de votre studio. Et quand on dit il y aura le Frexit, pour que la France s'écarte de l'Europe, alors que depuis des années on fonctionne avec des règles, avec des contraintes qu'on peut contester, et ça c'est un autre débat, c'est une grande difficulté, parce que c'était une zone, une union douanière, libre circulation des biens, des services, des personnes, des solidarités se sont créées, des courants commerciaux, des pratiques, bref, on ne peut pas dire que l'Union européenne, si on regarde la progression globale du PIB européen, si on regarde la progression globale du pouvoir d'achat, si on regarde la capacité de l'Europe de devenir, c'est le pays le plus riche du monde, 500 millions de consommateurs, avec des experts, avec des techniciens, avec des chercheurs. Donc c'est un ensemble qu'il faut conserver, sans doute en l'aménageant, parce que l'Europe est la force de chacune des nations. Pour moi, les nations, c'est l'identité, et l'Europe doit devenir l'efficacité. On marque une pause, on écoutera la réponse de François Asselineau, on écoutera également Alexis Kielman et Stéphane Stern, que nous gardons jusqu'à la fin de l'émission, bien entendu. On écoutera également un auditeur qui va nous apporter son témoignage. C'est un auditeur qui nous appelle de Londres. Il a certainement voté, lui, pour le référendum. Je ne sais pas s'il a voté oui ou non, en tout cas, il nous le dira dans quelques instants. A tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. L'interminable divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, nous en parlons avec François Asselineau, Jean-Paul Benoît, maître Jean-Paul Benoît, Alexis Kielman et Stéphane Stern. Et un auditeur qui nous appelle depuis Londres, on va l'écouter tout de suite. Soyez bref, s'il vous plaît, monsieur, il nous reste très peu de temps d'antenne. Monsieur Georges, bonsoir. Alors, bonsoir Francis, et puis bonne année. Bonne année à vous aussi. Merci de m'avoir permis cette opportunité. Oui. Et puis, je voudrais faire un petit commentaire à propos du propos de M. Frelino. C'est Frelino aussi? Asselineau, excusez-moi si je ne prononce pas le mot correctement. C'était tout juste pour lui dire qu'en Angleterre, au cours du référendum, moi j'étais en campagne parce que je fais partie du Parti Travail. Oui. Je suis d'origine africaine, né en Angleterre, né à Londres, et puis j'étais en campagne. Quand les gens, c'est toujours pour lui dire que les gens ont voté pour de diverses raisons. Les gens ne savaient même pas ce qu'ils votaient, parce qu'à l'époque, il y avait eu le problème d'austérité que David Cameron et puis l'ancien ministre George Osborne, ils avaient imposé. Donc les gens étaient énervés. Moi, j'étais en campagne, je parlais aux gens. Les gens me disaient, oh non. Et bon, à côté de cela aussi, il y avait problème d'immigration. Et il y avait beaucoup d'Africains. Il y avait des Indiens. Il y avait les gens de la Jamaïque qui ont voté aussi pour sortir parce qu'ils disaient, depuis que l'Union européenne il y a eu l'expansion, on n'arrivait plus à inviter nos familles. Alors qu'ils ont oublié que Theresa May, quand elle était ministre de l'Intérieur, elle avait tout changé au niveau de l'immigration. Donc il y avait eu beaucoup de divers d'arguments qui ont fait que les gens ont voté pour sortir. Donc c'était une erreur et les gens ont compris. Les gens ne sont pas dupes.
mais il n'y avait pas assez d'informations. Parce que si vous regardez, par exemple, les architectes qui disaient Brexit, par exemple, James Dyson, il a déménagé son siège maintenant pour aller à Singapour. Et il y a Rees-Mogg qui est en train de créer, le jeune Rees-Mogg là. Lui, il a un fonds d'investissement en Irlande du Nord. Il y a même Nigel Farage qui est en train de mentir aux gens depuis un certain temps là. Lui, ses enfants, sa famille, ils ont des passeports européens, allemands. Donc, qu'est-ce que vous voulez me dire? Donc, les gens n'étaient pas assez informés. Donc, c'était une erreur. Très bien. C'était une erreur. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup d'avoir apporté ce témoignage. On va terminer cette émission en faisant un tour de table rapidement. Stéphane Stern, au fond, en très peu de mots, quel serait l'accord idéal pour les deux parties? Par exemple, pour les Britanniques, est-ce que ce serait finalement mettre en place une forme de coopération avancée avec l'Union européenne, c'est-à-dire finalement être dans l'Europe sans y être vraiment? Oui, on trouve un compromis, n'est-ce pas? On trouve une solution pratique qui ne dérange trop les rapports, l'affaire, le commerce et tout cela. Mais c'est un travail de longue durée, de longue haleine. Je suis très pessimiste à ce moment. Je vois pas la solution. Même les hommes, les femmes politiques à Westminster luttent beaucoup de temps pour trouver la solution, mais c'est pour cette raison qu'on attend ou une élection législative ou un deuxième référendum, parce que les hommes, les femmes politiques ne trouvent pas aucune solution à ce moment-là. Merci beaucoup, Stéphane Stern, de nous avoir apporté votre contribution dans ce grand débat. Je rappelle, vous êtes professeur invité de management à la Case Business School. C'est la City University of London. François Asselineau, alors finalement, la Grande-Bretagne est en train de négocier un accord. Donc c'est une manière quand même de rester, c'est une manière en association à tout le moins avec l'Union européenne. On voit bien que l'Union européenne reste utile et nécessaire pour le Royaume-Uni. Est-ce que vous en appelez quand même à un accord au bout du compte? Non, mais moi, je suis un observateur français. Voilà. Je suis un observateur français. Je note d'ailleurs avec étonnement que les deux personnes qui s'expriment depuis le Royaume-Uni sont toutes les deux contre le Brexit. Oui, on n'a pas fait exprès. Voilà. Bon. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 52% des Britanniques qui ont voté pour le Brexit. C'est la moitié de la population. Voilà. Et un peu plus. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y aura pas d'accord. Et je pense qu'on va vers un Brexit qui est dit sans accord. Mais vous savez quel est le risque du Brexit sans accord? Vous savez vraiment ce que c'est que le risque du Brexit sans accord? Oui. C'est qu'il va en fait rien se passer, parce qu'il y a ce qu'on appelle la théorie de la succession des États, c'est-à-dire que le 30 mars, les choses vont continuer, et puis on trouvera des expédients. Alors il va y avoir peut-être des petits problèmes pendant quelques temps, mais lorsque je vois, par exemple, j'ai vu M. Macron qui disait, vous vous rendez compte, il va y avoir les compagnies aériennes vont plus pouvoir se poser. Ah bon? Vous croyez que les compagnies japonaises vont plus pouvoir se poser à Londres parce que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne? C'est une plaisanterie. Et les compagnies françaises ou à l'Italia ou l'espagnol, ils vont continuer à se poser. Il va donc y avoir un maintien de l'existant jusqu'à ce que ça ne soit pas modifié. Les véritables risques du hard Brexit, c'est sur les pays restants dans l'Union européenne. Parce que Dominique Raab, qui était ministre du Brexit, a dit que s'il n'y avait pas d'accord, les 44 milliards d'euros que réclame la Commission européenne ne seront pas versés. Ça veut dire qu'il y a un risque d'un budget où il y a une impasse budgétaire de 44 milliards d'euros et on va se tourner vers qui? Vers les pays restants. Et la France, qui a actuellement 17% du budget, mais on prendra 20% si le Royaume-Uni est sorti. C'est un risque de plus de 8 milliards d'euros sur le contribuable français. J'ajoute par ailleurs que le drame pour les Européens, c'est que ça va bien se passer. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti, Le Brexit va marcher, et que la grande crainte qu'il y a à Bruxelles, c'est que dans 1 an ou dans 2 ans, les européistes soient contraints de constater que le Royaume-Uni se porte très très bien. C'est d'ailleurs, s'ils étaient cohérents avec eux-mêmes, s'ils pensaient que c'était vraiment une catastrophe, ils devraient se réjouir que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne pour montrer justement à quel point c'est un désastre. Le fait qu'ils fassent tout pour empêcher le Royaume-Uni de sortir montre qu'il y a un petit problème quelque part. Ils ont peur de la liberté du peuple britannique. Merci François Asselineau. Jean-Paul Benoît, rapidement une conclusion provisoire, forcément. Non, je n'ai pas peur de la liberté, ni pour le peuple britannique, ni pour le peuple français, ni pour l'Europe. Effectivement, la négociation va se poursuivre parce que c'est l'intérêt de tout le monde que les choses se passent d'une manière organisée,
coordonnée. Et je ne crois pas effectivement à cette espèce d'effondrement global et de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne. Donc le délai sera sans doute prolongé et il faudra réinventer des relations avec la Grande-Bretagne, parce que pour moi c'est une puissance importante et je souhaite que la France, sur le plan bilatéral... Si cette sortie de la Grande-Bretagne faisait des émules, que d'autres pays évidemment suivaient l'exemple britannique. C'est le souhait de M. Asselineau. Je ne pense pas que cette sortie de la Grande-Bretagne soit un précédent. Et ensuite, je ne sais pas si je suis européiste, ça veut être péjoratif. Je suis simplement européen. Je souhaite une France souveraine dans une Europe qui joue un rôle stratégique mondial important. Et c'est un autre sujet dont il faut débattre calmement et au fond. Merci, Maître Jean-Paul Benoît. Alexis Kiehlmann, c'est à vous de conclure. Oui, un dernier mot, merci. Je ne suis pas pour le Brexit, pour la simple raison qu'on a passé quand même plusieurs années, des décennies à construire une espèce d'union économique ou autre. Il faut bien se rendre compte que Londres est une place financière qui a son rôle dans l'Europe. On a bien vu comment c'est difficile de trouver un relais pour Londres en Europe quand on parle de Brexit. Donc Brexit dur ou pas, si ça devait se faire, ça va se faire. On est bien aujourd'hui dans un monde de bilatéralisme. Ou multilatéral. Alors, je pense que les UK auront beaucoup plus de latitude pour négocier avec les différents partenaires que d'autres pays. Le vrai risque pour moi aujourd'hui, c'est sur les peuples. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Grèce. Donc, quand c'est très dur, on voit ce qui se passe dans les rues. Je ne parlerai pas des gilets jaunes en France, mais ça, pour moi, c'est ça le vrai risque. Donc, les questions budgétaires et autres, c'est justement pour ces raisons-là que le Royaume-Uni veut sortir. Merci beaucoup. Bonsoir, Asselineau, vous allez aux européennes ? Oui, je serai tête de liste, la liste pour le Frexit. Oui. À en croire M. Macron, donc normalement on devrait être majoritaire, puisqu'il a dit à la BBC que si on demandait aux Français, ils voteraient majoritairement pour le Frexit. Moi, je vais vous dire, si vous me le permettez, je voudrais conclure en quelques secondes. Vous savez, toute cette affaire de Brexit me rappelle furieusement, les gens qui ont plus de 30 ans vont se souvenir, ce qu'on appelait le bug de l'an 2000. On avait expliqué avec des airs effrayés que s'il y avait le passage en l'an 2000, ça allait être une catastrophe. Et puis, il s'est rien passé. Eh ben, c'est exactement... pas le même problème, attendez. J'ai compris que c'est pas le même problème. Mais si vous faites semblant de les confondre. Non. Attendez, mais je ne vous ai jamais interrompu, monsieur le député. D'ailleurs, vous auriez pu dire aux auditeurs que vous étiez socialiste et que vous étiez aussi contre le Brexit, parce que je me suis trouvé... Mais je ne l'ai jamais caché. En tout cas, ça n'a pas été annoncé. Et moi, je me suis retrouvé dans cette émission, encore une fois, le seul à défendre 52% des Britanniques. Merci beaucoup. C'est un rôle tout à fait honorable. Merci beaucoup. Oui. Vous êtes une victime permanente, cher ami. Non, c'est un fait. C'est un fait qu'il y avait tous les participants étaient contre le Brexit. On vous a écouté. À part moi. François Asselineau, merci d'être venu, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, qui sera donc présent, ce parti, pour les élections européennes. C'est dans quelques mois. Jean-Paul Benoît, merci d'être venu. Alexis Kiehlmann, merci beaucoup. Et merci également à Stéphane Stern. Bonne soirée sur Africa numéro 1. À demain pour une nouvelle édition. Suivez également le grand débat et toute l'actualité africaine sur le site www.africa1.com.